Michel Huard est ingénieur civil spécialiste en énergie et durabilité. Il a débuté sa carrière dans des bureaux d'études pour le développement d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Il a ensuite dirigé l'Association pour la promotion des énergies renouvelables en Belgique et est aujourd'hui coordinateur efficience énergétique auprès du département des infrastructures de l'ULB. Il accompagne également la stratégie de l'ULB pour la mise en œuvre de l'axe énergie de son plan climat. Depuis une vingtaine d'années, il est maître de conférences à l'École polytechnique de Bruxelles et en faculté des sciences. Il y enseigne les questions de durabilité de nos sociétés énergétiques modernes et de management des ressources. Son approche est interdisciplinaire et privilégie le dialogue entre les différentes disciplines, techniques, scientifiques, économiques et sociologiques. Bonjour Michel. Bonjour Alessandro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec toi, aujourd'hui, on va parler de décarbonisation et scénario 100% renouvelable. En fait, on est tous devenus experts de scénarios de décarbonisation. On voit ces trajectoires 2030-2050 et c'est très difficile parce que les hypothèses à la base sont toujours très différentes. Certains de ces scénarios sont 100% renouvelables. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, comment on définit un scénario 100% énergie renouvelable? Donc un système 100% énergie renouvelable, c'est un système qui équilibre une offre renouvelable, généralement décentralisée et variable, avec une demande d'énergie qui elle aussi est variable, décentralisée, et qui a toujours connu un accès à l'énergie sans limite. Oui. Et donc l'enjeu de ce système, c'est justement d'arriver à changer les dispositifs qui équilibrent cette offre et cette demande. Oui, effectivement, très intéressant parce que ces scénarios qu'on voit ne sont pas tous 100% renouvelables. Ça signifie qu'il y a des groupes, peut-être des filles, à avoir un scénario, une trajectoire qui arrive à un moment à garantir 100% renouvelable avec cet équilibrage. Quels sont les défis principaux en fait? Ouais. Donc, l'enjeu, clairement, c'est d'arriver à un système énergétique qui s'affranchit des énergies fossiles. Donc l'objectif, il est là, c'est que le renouvelable substitue les énergies fossiles. Aujourd'hui, on a connu un développement des énergies renouvelables et un développement du fossile et du nucléaire. Tout ça se fait en addition. Un dispositif 100% énergie renouvelable, ça veut dire qu'on substitue progressivement le fossile par du renouvelable. C'est un défi conséquent parce qu'on doit aussi réfléchir à une dimension bien sûr technique, mais aussi non technologique. L'approche doit être systémique. Ça veut dire que la technologie nous permet, en tout cas, de traiter le problème de la variabilité de renouvelables, par du stockage par exemple, ou par des solutions de flexibilité. Elle doit aussi améliorer les rendements des dispositifs renouvelables pour une meilleure efficacité. Donc on est là dans des questions technologiques. Ça, c'est dans les mains des ingénieurs, mais il faut aussi que cette technique soit intégrée dans une organisation de société. Et c'est là que les enjeux sont particulièrement importants, à savoir comment allons-nous pouvoir organiser les différentes sociétés dans un cadre limité, parce que ça veut dire vivre avec une disponibilité de l'énergie qui est limitée par la disponibilité des flux naturels. Oui, effectivement, tu parles des flux naturels, tu parles des ressources. Je voudrais d'abord parler de ça. Quand on voit ces scénarios 100% renouvelables, ils se basent sur des technologies qui ont besoin quand même de ressources pas trop disponibles et aussi pas trop distribuées de façon très homogène. Donc la question est peut-être si on passe de ce système qui est basé sur des énergies pilotables et fossiles à des énergies qui ne sont pas pilotables et qui dépendent des flux naturels, est-ce qu'on ne passe pas aussi à une autre forme de dépendance, notamment la dépendance de ces matériaux rares Bien sûr, et ça concerne toutes les voies énergétiques, oui. Que ce soit le nucléaire, le fossile ou le renouvelable. Nous utilisons tout le tableau de Mendeleïev dans nos solutions techniques. Ce qui est important, c'est de
réfléchir à le plus de résilience, ça veut dire de s'affranchir de l'approvisionnement de certains produits devenus plus critiques. Oui. Donc il faut anticiper ce genre de situation. Et donc la limite, quand je parlais de limite des énergies renouvelables, des flux naturels, c'est aussi la limite par rapport aux capacités de systèmes qui vont pouvoir convertir le vent, le soleil, les cours d'eau en une énergie utile. Plus on peut en installer, plus on dispose d'énergie. Et donc, plus on fait la chose. Si maintenant, on n'a pas suffisamment de matériaux pour les réaliser, ça veut dire qu'on a une moindre puissance d'action. Et comment est-ce que la société peut s'organiser à ça ? Attention que les ressources sont encore abondantes et disponibles et que les stratégies de déploiement doivent intégrer cette dimension de disponibilité. Alors, l'approche renouvelable est une approche qui doit se réfléchir par territoire. On analyse les possibilités du territoire, ce que le territoire met à disposition comme flux naturel. On analyse comment le territoire se développe au niveau de sa population, que ce soit au niveau économique et aussi au niveau activité individuelle. On voit comment ces territoires peuvent interagir entre eux, donc partager leur surplus d'énergie ou leur manque d'énergie. Et on intègre aussi la dimension du commerce des ressources naturelles en respectant les règles de droit. Et ici, l'enjeu majeur, au-delà de la technologie, c'est aussi les règles de droit. C'est comment on organise les règles de commerce pour respecter les critères environnementaux, pour respecter les critères sociaux, pour respecter les critères sanitaires. Et là, une coordination internationale, le rôle des Nations Unies, est sans doute un élément essentiel pour garantir la paix, parce que tout ça crée des conflits. Et pour éviter les conflits, il faut des règles claires, respectées, contrôlées. Très intéressant, tu as parlé encore une fois de flux naturels. Dans un système renouvelable où on n'a pas la maîtrise complète de ces flux naturels, comment en fait on gère l'absence de ces flux naturels par rapport aux activités qu'on doit mener? Est-ce qu'il faut arriver à classifier les activités par priorité? Quelle est la vision oui, donc, là, il y a double dimension. Il y a une dimension technique et une dimension gestion de la demande, non technologique. Dans la dimension technique, il y a bien évidemment les solutions de stockage. Oui. Donc, l'énergie électrique, parce qu'en gros, le renouvelable, elle génère une énergie électrique, hormis la biomasse, où c'est des biocombustibles. Mais sinon, l'énergie électrique, il faut pouvoir la stocker. Il suffit de la transformer sous forme d'énergie potentielle mécanique ou sous forme électrochimique dans des piles. Donc, on a là la possibilité de tamponner, de mettre en synchronisation cette offre, cette demande, en stockant. Et avec des stockages à la journée, on répond en bonne partie à ces besoins. Au-delà de ça, on peut aussi travailler en adaptant la demande, oui. en rendant nos activités économiques plus flexibles, en s'adaptant. Et là, peut-être le critère, dans certaines situations de pénurie, il est clair qu'il y a une organisation de nos sociétés pour donner la priorité à certaines activités fondamentales par rapport à d'autres. Et puis, à d'autres moments d'abondance, là, on se laisse aller, on profite de la vie. Donc vraiment, c'est arriver à avoir un mode de fonctionnement qui est plus en phase avec les flux naturels. Parmi les piliers de la transition, il y a la digitalisation de l'efficacité énergétique, mais aussi l'électrification. En fait, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu vois l'électrification comme un moyen qui est valide dans tous les secteurs, ou tu vois des secteurs où c'est plus compliqué de l'implémenter? Alors là, il y a un outil qui permet de faire cette analyse, qui est l'outil des flux énergétiques des pays. On voit tout de suite aujourd'hui comment les vecteurs énergétiques sont utilisés et par qui. Il y a un secteur qui est particulièrement dépendant des énergies fossiles, qui est le secteur du transport. Aujourd'hui, il est à plus de 90, voire 99% dépendant des vecteurs pétroliers. Et transformer ce secteur avec du renouvelable, ça veut dire quoi? C'est soit utiliser des biocarburants, soit de l'électricité stockée dans des batteries, ou le train avec des caténaires qui permettent de collecter l'énergie en mouvement. Les biocarburants, ils ont leurs limites en termes de production, en termes de durabilité.
alors c'est la solution électrique qui peut remplacer. Alors tout ça peut fonctionner quand c'est des déplacements terrestres, mais si je pense à l'aviation, des avions électriques, ça nécessite de transporter la masse du stockage et du coup, ça rend les choses très difficiles. Donc, quand on parle d'une situation 100% énergie renouvelable, l'idée, c'est de tendre vers 100% d'énergie renouvelable, sachant que certaines activités vont continuer à utiliser de l'énergie fossile un petit peu, beaucoup moins. Mais l'idée, c'est de substituer la majorité des énergies fossiles par des solutions renouvelables et de garder encore certains usages, parce que les réserves fossiles sont encore importantes, mais il faut vraiment limiter leur utilisation parce que chaque utilisation que l'on a, d'abord, c'est une perte de ressources naturelles et en plus, c'est remettre du CO2 de l'atmosphère. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'arrêter d'émettre du CO2 qui est le principal contributeur à l'effet de serre sur Terre. C'est intéressant, tu as parlé de l'aviation. J'ai ce chiffre en tête que pour utiliser des batteries, on aurait un poids de batterie qui pèse autant que l'avion lui-même. Donc, on est très loin de ça. C'est vrai ça. En fait, c'est vraiment dommage de se passer des énergies fossiles parce que, en gros, le pétrole, il a une densité énergétique qui permet de l'amener dans les réservoirs d'avions en offrant énormément d'énergie. Donc, cette difficulté énergétique, c'est la technologie. On a les limites de la physique, de la thermodynamique, qui nous viennent nous mettre des limites à nos désirs, nos croyances de vivre sans limite. Je pense que l'enjeu, il va être là, c'est qu'on puisse continuer à vivre heureux, avec un pouvoir d'action, mais dans une limite de ce que la planète nous permet. Nous vivons ici, nous avons vécu 2 siècles de croissance sans limite, et ça ne peut pas continuer. C'est pas tenable. Je voulais terminer en fait avec une question qui concerne ton occupation autre que chercheur. Tu es aussi conseillère à l'efficacité énergétique et à la gestion de l'immobilier de l'ULB. Donc d'abord, je voudrais savoir comment vous faites face, comment l'ULB en général fait face à cette crise énergétique qu'on vit, et aussi quelle est la vision, disons, plus long terme sur cette Amérique-là. Si tu peux en fait, nous donner une idée. Alors c'est un exercice vraiment intéressant, c'est appliquer localement à une situation énergétique. Et donc l'enjeu majeur pour l'université, d'une part, c'est la facture énergétique que représentent toutes ces activités énergétiques. C'est aussi de participer en tant qu'institution engagée dans une société en transition, c'est de participer à l'effort, c'est aussi de jouer un rôle d'exemple vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de la société qui nous entoure. Et donc, c'est d'appliquer ça à l'échelle concrète des campus qu'elle gère. Et donc, principalement, les activités énergétiques de l'université sont le chauffage, le bâtiment, l'électricité dans les bâtiments. Et donc là, il y a un travail pour rendre nos installations plus efficaces. Ça, c'est la première action. C'est de les gérer avec plus d'intelligence. Ça veut dire une télégestion, essayer de faire chauffer que quand l'université est en activité. Donc là, il y a déjà des choses qui sont en place. Et on observe depuis déjà une dizaine d'années les résultats de cette politique énergétique qui vise à consommer moins. Maintenant, la difficulté de l'université, comme beaucoup de situations à Bruxelles ou en Belgique, voire en Europe, c'est qu'on hérite d'une infrastructure de piètre qualité. Parce que la préoccupation de l'efficience énergétique est très récente. La politique énergétique de l'ULB, son fondement, c'était de respecter la réglementation. Il faut savoir qu'à Bruxelles, la réglementation PEB n'est rentrée en application de manière importante qu'en 2015. Donc, la plupart des bâtiments, le Solbosch a fêté ses 100 ans cette année, la plupart des bâtiments datent d'une époque où on était dans une insouciance énergétique. Après est aussi apparue la question des changements climatiques, mais nos bâtiments n'ont pas été construits dans l'esprit de l'efficience énergétique. Donc aujourd'hui, il faut rattraper ce retard.
Et ce retard se rattrape comment? En investissant, en faisant des rénovations dans un cadre budgétaire limité. Oui. Et donc c'est une question d'arbitrage. Et donc la stratégie, c'est de définir des priorités, d'agir d'abord sur les nœuds énergétiques, de s'attaquer aux quick wins, oui, aux actions qui très vite redonnent l'investissement de départ, et de continuer aussi à travailler en adéquation par rapport aux besoins de la communauté universitaire, le besoin de la recherche, le besoin d'enseignement et les autres activités. Et donc c'est un gros travail d'organisation des équipes pour qu'elles intègrent l'efficience dans leur activité. Ce qui est nouveau, qui démarre maintenant avec la crise énergétique, c'est qu'on souhaite impliquer davantage aussi les usagers, oui, qu'ils participent à la chasse au gaspillage, qu'ils contribuent à de la sobriété. Ça veut dire la sobriété, c'est éviter les excès, oui, et utiliser l'énergie de manière raisonnée pour vraiment diminuer ce besoin énergétique à la base, fondamentalement. Et donc là, c'est un travail d'information, de sensibilisation, de formation, de s'approprier, oui, et aussi de réflexion dans la manière de fonctionner. C'est-à-dire, il y a, pour donner un exemple, essayer d'être attentif aussi dans sa recherche, d'être bien concentré sur sa recherche plutôt d'en faire beaucoup disperser avec beaucoup d'énergie gaspillée. Oui. Donc là, voilà, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille maintenant. Merci beaucoup Michel, merci d'avoir mis l'accent sur le fait de devoir trouver un nouveau équilibre avec un monde qui est fini dans ses ressources et dont les flux naturels ne sont pas infinis. C'est des réflexions très importantes et mettent aussi en question la conscience individuelle. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Axel Poussemont pour nous parler de mobilité électrique, de la situation actuelle et des perspectives futures.